Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2019. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons, ensemble, dans les méandres de cette sombre affaire. Daniel et Mike Redlich se sont rencontrés en 1996. À ce moment-là, la jeune femme n'avait que 22 ans et son nouvel ami en avait 43. En réalité, l'histoire de leur rencontre n'est pas tout à fait ordinaire. En fait, Mike sortait avec la mère de Daniel, une femme nommée Kathleen. Le couple s'est mis ensemble et a vécu ensemble pendant un certain temps, avant de décider de se marier en 1997. À cette époque, Kathleen et Mike vivaient à Cleveland, dans l'État de l'Ohio, avec les plus jeunes enfants de Kathleen. Daniel, en tant que l'aîné des enfants de Kathleen, vivait séparément. À ce moment-là, elle se consacrait sérieusement à ses études universitaires dans 3 domaines: la photographie, le journalisme et la sociologie. Avant même le mariage, sa mère Kathleen a appris qu'elle avait un cancer du sein. Le traitement coûteux était hors de sa portée financière. Pour bénéficier d'une assurance santé étendue que possédait justement Mike, ils ont décidé de formaliser leur relation. Malheureusement, même avec le traitement, Kathleen n'a pas survécu. Elle est décédée 2 ans après le mariage. Ainsi, Mike est devenu veuf et beau-père des enfants de Kathleen qui sont restés à sa charge. Il était très difficile pour lui de s'occuper seul des enfants. C'est pourquoi, après la mort de Kathleen, Mike a demandé à Daniel, alors âgé de 26 ans, de venir vivre avec lui pour l'aider à s'occuper des plus jeunes enfants. Daniel, son frère et sa sœur se sont donc installés avec Mike dans la maison où ils vivaient avec leur mère biologique. Peu à peu, la relation entre le beau-père et Daniel s'est transformée en quelque chose de plus, malgré la grande différence d'âge, presque de 20 ans. La jeune femme voyait en l'homme un soutien fiable. Il était un homme accompli et prospère, réactif et toujours prêt à aider. Cependant, les premières années de vie commune, ils n'avaient pas de relation romantique. Ils accomplissaient tous deux différentes tâches ménagères et s'occupaient des plus jeunes enfants, tout en poursuivant leur propre activité. Ils travaillaient tous les deux. Mike construisait une carrière réussie dans le sport professionnel où il s'occupait du recrutement des joueurs et Daniel travaillait dans un bar la nuit. Mike visitait de plus en plus souvent cet établissement où ils discutaient et après le travail, ils passaient souvent du temps ensemble. C'est ainsi qu'ils se sont rapprochés. Le beau-père comprenait que ce n'était pas le travail de rêve pour la jeune femme, alors il a utilisé ses contacts pour que sa belle-fille aînée puisse trouver un emploi digne. Elle a été embauchée dans une agence de publicité. Peu à peu, la relation domestique entre ces 2 personnes a commencé à se transformer en une relation romantique. De plus, la jeune femme n'était ni gênée par la différence d'âge, ni par le fait qu'il était le mari de sa défunte mère. Pour avancer dans cette relation, il leur fallait accepter le regard des autres. Le beau-père et sa belle-fille s'aimaient vraiment. Ils étaient prêts à assumer ce statut. Quelque temps après le début de leur relation romantique, Mike a eu un nouveau poste élevé à la NBA. Il s'est vu proposer le poste de vice-président des ventes corporatives du club de basketball des Memphis Grizzlies. Mais pour cela, il devait déménager à Memphis, dans le Tennessee. Et l'homme a proposé à sa petite amie de partir avec lui et les enfants. À ce moment-là, ils sortaient déjà ensemble, mais la famille de Daniel ne le savait pas, donc la belle-fille hésitait. Elle ne voulait pas non plus abandonner ses études et son travail, donc initialement elle a refusé, décidant de rester à Cleveland près de ses proches. Bien que Mike ait déménagé et commencé à travailler à son nouveau poste, il a continué à entretenir une relation avec sa jeune bien-aimée. Pour cela, il prenait l'avion pour la voir chaque week-end afin qu'ils aient leur intimité sexuelle. Environ 1 an après leur relation, Mike a emmené sa petite amie et lui a montré le quartier de Memphis où il vivait. C'était un endroit pittoresque sur les rives du Mississippi, où il avait acheté une maison. Mike a dit à sa petite amie qu'il avait acheté la propriété pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble. Cela a fait une forte impression sur la jeune femme et, finalement, Daniel a accepté de déménager avec lui. Grâce à ses relations,
Il l'a aidé à trouver un emploi dans le secteur de la radio. La jeune femme elle-même admettait à certains de ses amis qu'ils avaient une excellente relation. Mais il s'est avéré que tout n'était pas si rose. Auparavant, Mike avait déjà eu recours à la force contre elle. Cela s'était produit pendant leur vie commune à Cleveland, lorsqu'ils étaient allés ensemble à un concert. Ce jour-là, au concert, Daniel avait vu son ancien petit ami et avait discuté avec lui. Tout cela avait provoqué la jalousie de Mike. Sur le chemin du retour, il avait fait plusieurs commentaires désobligeants à propos de l'ex-petit ami de Daniel, ce qui n'avait pas plu à cette dernière. Ils avaient alors échangé des paroles blessantes. Mike avait frappé Daniel au visage. Après cet incident, la jeune femme pensait qu'elle était en partie responsable, donc elle n'avait pas rompu la relation, mais avait simplement pardonné à son compagnon. De son côté, Mike s'était excusé auprès d'elle et avait dit qu'il avait perdu son sang-froid uniquement parce qu'elle l'avait insulté. À partir de ce moment, Mike s'était vraiment maîtrisé et n'a pas montré d'agressivité pendant un certain temps. Cependant, plus tard, le comportement de Mike était devenu plus tendu. Il semblait tiraillé entre les exigences de ses supérieurs au travail. L'homme était très fatigué et stressé, trouvant du réconfort dans un verre d'alcool. Il buvait presque tous les jours, commençant à manquer le dîner avec sa bien-aimée. Cela provoquait de plus en plus de tensions dans leur relation. Un soir, Daniel s'est fâché contre Mike. Elle lui a dit que s'il ne prévoyait pas de passer du temps avec elle lors du dîner, il devait la prévenir afin qu'elle puisse aller faire du shopping seule. Daniel a fait un commentaire sarcastique à son égard et s'est alors dirigé vers la sortie, mais cela a blessé Mike. Il s'est levé dans le passage et l'a frappé au visage. La jeune femme était désorientée. Elle a vu que ses vêtements et le sol étaient ensanglantés. Mike l'a alors prise dans ses bras, la tenant sur ses genoux, pleurant et s'excusant. Il a promis d'organiser le meilleur dîner de sa vie le lendemain, juste pour obtenir son pardon. Daniel avait des blessures assez graves au visage et une dent cassée. Son compagnon était très inquiet. Le lendemain, il l'a emmené chez un médecin qui s'occupait des membres de l'équipe de Memphis. Il a raconté ce qui s'était passé au médecin, qui a aidé la jeune femme et l'a dirigée vers un dentiste et un chirurgien plastique. Daniel lui a de nouveau pardonné et n'a rien signalé à la police, malgré le fait que l'État du Tennessee a une législation assez stricte en matière de violence domestique. Elle craignait que son compagnon ait des problèmes. Elle a alors gardé l'incident secret. De son côté, Mike ressentait une profonde culpabilité à propos de ce qui s'était passé, s'excusait de toutes les manières possibles et essayait de se faire pardonner par Daniel. En 2003, leur premier enfant est né, une fille nommée Jadine. 1 an plus tard, le couple s'est marié. Ils avaient maintenant d'excellentes relations, tout se passait bien au travail et leur vie personnelle était paisible. Ils avançaient bien dans la vie. Cependant, Mike était toujours mécontent de son travail dans la nouvelle équipe, car la direction avait changé. Pour cette raison, il n'a pas pu obtenir de promotion. C'est à peu près à cette époque que les proches de Daniel ont appris leur mariage et ont été choqués. Certains de leurs proches ont même cessé de les fréquenter, considérant leur relation comme contre nature. Plus tard, un deuxième enfant est né dans la famille Redlick, un garçon nommé Sawyer. La tension due au travail augmentait, le chef de famille a commencé à boire davantage, ce qui provoquait de plus en plus de conflits. Un jour, cela a de nouveau dégénéré en incident. L'homme a attrapé sa femme par la gorge, l'a plaquée contre le mur et lui a crié dessus. Après cela, elle est allée vivre chez ses sœurs pendant un certain temps, mais elle est revenue plus tard et la relation s'est rétablie. En 2009, l'ancien directeur de Mike lui a proposé un poste dans une nouvelle équipe. L'homme a accepté, mais pour cela, ils ont dû déménager à nouveau. Ils ont acheté une maison en Californie, mais peu de temps après, le directeur a été licencié. Mike s'est retrouvé à nouveau sans soutien, ce qui provoquait des conflits au travail. Il se sentait sous-estimé, ce qui l'a plongé dans un état encore plus déprimé. L'homme a de nouveau commencé à boire. Pendant cette période, Daniel a également eu des problèmes au travail et elle a démissionné. Pendant un certain temps, le couple ne travaillait pas et vivait de leurs économies. Cela ne faisait qu'aggraver la pression sur le chef de famille, car il devait se priver de beaucoup de choses. En 2014, on a de nouveau proposé à Mike un bon poste, nécessitant cette fois de déménager en Indiana pour travailler avec une nouvelle équipe. C'était un poste bien rémunéré. Mike est alors parti le premier pour s'installer dans le nouveau lieu de résidence.
Daniel et les enfants sont restés quelque temps dans leur propre maison en Californie pour régler certaines affaires et vendre la propriété. Cela a pris environ 1 an. Leur situation financière s'est rapidement normalisée, mais les relations dans le couple ne s'amélioraient pas, probablement parce qu'ils étaient trop éloignés l'un de l'autre et ne communiquaient presque pas. Après un certain temps, Mike a commencé à avoir des problèmes de santé. Il a été blessé et a mis longtemps à se rétablir, donc il n'a pas travaillé pendant un certain temps. Au cours de l'année écoulée, le couple ne s'était rencontré que 6 fois, ce qui a aggravé les problèmes dans leur relation, les éloignant davantage. Mike consultait un urologue pendant qu'ils vivaient ensemble en Californie pour un problème de santé masculine. Mais après avoir déménagé dans la nouvelle ville, sa situation s'est aggravée, sa santé masculine n'allait pas du tout. L'homme avait un trouble de l'érection, donc une incapacité de maintenir une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. Mais il n'en a pas parlé à sa femme pendant longtemps, par honte et par peur de la perdre. Plus tard, il a finalement décidé de parler de ses problèmes. Danielle a soutenu son mari. Elle était heureuse de cette confession, car auparavant, elle soupçonnait son mari de la tromper en raison de son manque d'intérêt pour elle. Mike était extrêmement déprimé, car même les médicaments spéciaux ne l'aidaient pas. Ensemble, ils ont trouvé une solution. Mike devait suivre un traitement par injection de testostérone. Cela a permis de résoudre ce problème. Mais sur le plan psychologique, le chef de famille n'était pas encore rétabli. Parallèlement, Daniel a remarqué des changements dans le comportement de son mari. Il est devenu plus actif et énergique au lit, mais en même temps agressif. Il semblait avoir retrouvé la force qu'il avait dans sa jeunesse. Leurs relations sexuelles se sont rétablies, mais maintenant il se comportait assez brutalement. Un soir, un petit conflit a éclaté dans le couple alors qu'il regardait un film. Vers le milieu du film, l'homme s'est endormi, et Daniel, vexé, est monté dans la chambre et s'est couché aussi. Le matin, Mike était censé partir en voyage d'affaires, mais il s'est clairement levé du mauvais pied. Alors que Daniel se brossait les dents dans la salle de bain, il s'est approché d'elle et l'a frappée à l'arrière de la tête. Il l'a accusée de ne pas l'avoir réveillée la veille au soir. Daniel n'a pas toléré cela. Elle lui a dit qu'elle le quittait, mais Mike, en entendant cela, l'a attaquée par derrière et a commencé à l'étrangler. Daniel n'a pas eu le temps de réagir, mais de toute façon, elle n'aurait pas eu la force de lutter contre son mari. Elle a commencé à perdre connaissance. Elle est même tombée par terre, pensant que son mari allait la tuer. La seconde suivante, elle a ouvert les yeux et a vu son mari debout au-dessus d'elle. Il était déconcerté et semblait effrayé par ce qui s'était passé. Mike s'est excusé, disant qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Daniel s'est alors éloigné de lui jusqu'au mur. Elle était manifestement terrifiée. Mais ce qui s'est passé n'a rien changé. Le couple a continué à vivre ensemble dans cette maison, même après l'incident. Ils ont continué à élever leurs enfants ensemble. Parallèlement, Daniel devenait de plus en plus inquiète. Au lieu que l'état du chef de famille s'améliore, il a commencé à boire encore plus. Ils se disputaient de plus en plus souvent pour des raisons insignifiantes, et les conflits dégénéraient toujours en violence. Un jour, la femme triait des cartons dans le sous-sol, laissés après le déménagement. Pour ne pas s'ennuyer, elle avait pris une bouteille de vin avec elle. À ce moment-là, son mari est arrivé avec un ami et ils buvaient ensemble. Daniel n'est pas montée les rejoindre, car elle était occupée. Lorsqu'elle est finalement sortie du sous-sol, son mari a dit qu'il ne permettrait pas qu'elle se comporte de manière aussi irrespectueuse avec ses amis, et il était également contre le fait qu'elle ait bu le vin. Il l'a poussée contre le mur et l'a frappée. Mais même après cela, elle ne l'a pas quitté. Elle l'aimait toujours. Ses sentiments pour lui restaient forts. De plus, elle ne voulait pas priver ses enfants de leur père. Cependant, la situation continuait de la déprimer. Alors Daniel s'est mise à la photographie comme passe-temps pour se distraire. À la fin de l'année 2014, Mike a été embauché à l'Université de Floride centrale, devenant directeur des relations extérieures et des programmes de partenariat. Selon ses collègues, quitter la NBA avait réduit les revenus de la famille. Mais l'homme avait pris cette décision spécifiquement, car il en avait assez du stress constant au travail. Il ne voulait plus déménager et perturber ses enfants. Il est devenu mentor dans cette université, aidant les étudiants à organiser leur carrière sportive pendant leurs études. Le chef de famille s'est engagé dans des activités caritatives et continuait à être un père attentionné. En fin de compte, en raison de son nouveau travail,
Mike, Daniel et leurs enfants se sont installés sous le soleil de Floride. Ils ont loué une maison pendant 1 an, puis ont décidé de s'y établir définitivement en Floride. Ils ont alors acheté leur propre logement, à environ 5 km d'Orlando. La maison se trouvait dans une banlieue appelée Winter Park et était un véritable petit coin de paradis. Il y faisait chaud, il y avait beaucoup de verdure, une infrastructure développée, un quartier prospère. On ne pouvait pas trouver de meilleur endroit pour vivre en famille. La famille a acquis une maison luxueuse, de style méditerranéen. Il y avait 4 chambres et 350 mètres carrés de surface, une véranda couverte et une piscine. Sous le toit se trouvait un étage mansardé où Daniel pouvait s'isoler et même passer la nuit lorsque son mari avait des accès de colère. Pendant ce temps, Mike se consacrait à sa carrière et assurait à sa famille une vie décente, tandis que sa femme ne travaillait pas. Les relations familiales ne se sont pas améliorées malgré ce nouveau cadre de vie. Daniel a commencé à abuser de l'alcool. Les injections de testostérone ont aidé Mike à retrouver sa forme physique. Il avait vraiment meilleure mine, mais en même temps, il est devenu vraiment colérique et agressif, ce qui se manifestait particulièrement pendant l'intimité sexuelle du couple. Il buvait toujours beaucoup, et cela a conduit les époux à dormir dans des chambres séparées. Mike attaquait sa femme lors de ses accès de colère. Comme vous le savez, l'injection de la testostérone rend parfois une personne plus agressive. Plusieurs personnes ayant expérimenté cette méthode ont confirmé ce genre de changement de comportement. Ce médicament peut vraiment vous faire sentir plus jeune, mais cela a toujours un revers. Un jour, la sœur de Daniel et son mari ont été témoins de son tempérament colérique lorsqu'ils ont entendu une dispute entre les époux. Ils ont vu l'homme plaquer sa femme contre le mur et lui crier dessus, puis la relâcher. La sœur a eu très peur pour elle à ce moment-là. Finalement, leurs désaccords ont conduit Mike à quitter la maison familiale en 2016. Cependant, il continuait à payer les factures et à aider ses enfants. À ce moment-là, son épouse avait trouvé un emploi à temps plein dans une école. L'homme avait un accès libre à la maison. Il venait et repartait périodiquement. Néanmoins, les disputes entre eux continuaient. Un jour, Daniel a été hospitalisé pour une commotion cérébrale après que son mari l'ait jeté sur le canapé. Malgré cela, l'épouse n'a jamais raconté la vérité sur ce qui se passait à la maison, car elle craignait que son mari ait des problèmes. Mais cela n'a fait qu'accroître l'agressivité de Mike. Selon Daniel, il avait même essayé de la renverser avec une voiture. Cela s'est produit le 3 octobre 2016. Daniel a vu son mari dans la voiture se dirigeant vers elle avec un regard froid et détaché. Elle a compris qu'elle était en danger. C'était comme un point de non-retour. Dans cet état, l'homme était tellement en colère qu'il était impossible de négocier avec lui. Elle a compris qu'il ne comptait pas s'arrêter. Elle a réussi à sauter dans les buissons, ce qui lui a sauvé la vie. Si elle était restée sur place, elle aurait probablement perdu la vie. À ce moment-là, Daniel a ressenti toute la gravité de la situation. Après l'incident, elle s'est rendue au département de police pour signaler l'incident. Les policiers l'ont interrogée et voulaient obtenir plus d'informations. Cependant, Daniel a soudainement changé d'avis et a quitté le poste de police. Cela s'est produit sous le prétexte familier qu'elle ne voulait pas causer de problème à son mari. Plus tard, ils se sont réconciliés et Mike est revenu à la maison. En janvier 2018, Daniel a découvert les infidélités de son mari. Elle a vu des messages avec une autre femme. Elle a compris qu'ils avaient eu plusieurs rendez-vous. L'épouse en a parlé directement à Mike. Il s'est excusé, affirmant que c'était à cause d'un excès de testostérone, mais a déclaré qu'il n'avait pas eu de relation intime avec cette femme. Malgré ses dénégations, Daniel ne l'a pas cru et a rencontré cette femme. Celle-ci a confirmé ses craintes qu'ils avaient eu des relations intimes. Après cela, Daniel a demandé à Mike de quitter la maison et a demandé le divorce, mais il s'y est catégoriquement opposé. Mike est revenu à la maison pour dissuader sa femme de divorcer. Il a dit qu'il l'aimait et voulait préserver la famille pour les enfants. Il a même réussi à convaincre son épouse, mais cette décision s'est avérée fatale. Un jour après la réconciliation, Daniel a pris un livre que Mike avait laissé à la maison. Une feuille de papier en est tombée. Il s'est avéré que son mari y avait exposé ses pensées et ses tourments. Il y réfléchissait au fait qu'il fallait divorcer, mais ses avocats n'étaient pas d'accord avec certains points du processus. Apparemment,
Mike cherchait simplement à gagner du temps pour régler les problèmes bureaucratiques et ne pas se retrouver sans argent après le divorce. Cela, bien sûr, a bouleversé Danielle. Elle a également trouvé des courriels électroniques, grâce auxquels elle a compris que Mike n'avait jamais cessé de communiquer avec sa maîtresse. Tout cela a été un grand choc pour Danielle, car elle croyait encore que son mari l'aimait et voulait rétablir leur relation. Elle croyait sincèrement que tout s'arrangerait entre eux, mais il s'est avéré que son mari la trompait tout ce temps. Au lieu d'une histoire d'amour heureuse, il a décrit leur relation dans son journal comme 17 ans d'esclavage dont il avait enfin décidé de se libérer. Danielle voulait maintenant que Mike quitte la maison et sa vie pour toujours. Elle a décidé de commencer une nouvelle vie et d'oublier cette trahison, mais d'une manière pas tout à fait amicale. Le 12 janvier 2019, vers 9 heures du matin, Danielle a contacté le service de secours et a signalé que son mari, Mike, était mort d'une crise cardiaque. Cependant, après leur arrivée sur les lieux, les policiers ont soupçonné un mensonge dans les paroles de la femme. Lorsque les policiers sont arrivés et sont entrés dans la maison, ils ont immédiatement senti l'odeur des produits de nettoyage. En se dirigeant vers le salon, ils sont tombés sur un seau rempli d'eau ensanglantée. Il était évident que quelqu'un avait essayé de faire le ménage. Comme il n'y avait que Danielle dans la maison, il était évident que c'était elle. Mais la femme avait choisi un mauvais moment pour cela, car son mari gisait dans la pièce sans signe de vie dans une mare de sang. Il était mort d'une blessure par arme blanche. Un essuie-tout imbibé de sang a également été trouvé sur place. La scène à l'intérieur de la maison rappelait un film d'horreur. En raison de la grande quantité de sang qui était littéralement partout, des échantillons de sang ont été prélevés pour analyse en laboratoire. Plus tard, l'expertise a pu confirmer que l'ADN appartenait à la victime. Selon la veuve, le matin, elle aurait découvert que son mari ne bougeait pas et était raide. Elle n'a pas examiné le corps, elle a donc supposé qu'il était mort d'une crise cardiaque. Mais lorsque les policiers ont examiné les lieux, ils ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un meurtre. Il y avait du sang partout, et il était évident à l'œil nu que l'homme n'était pas mort d'une crise cardiaque. Au cours de ses échanges avec les policiers, la femme changeait constamment ses déclarations. Réalisant que la crise cardiaque semblait trop invraisemblable, elle a essayé de prouver que l'homme avait volontairement mis fin à ses jours. Mais cette histoire semblait également trop irréaliste. Plus les policiers approfondissaient l'affaire, plus il devenait évident que la femme mentait. Après avoir soigneusement examiné la scène du crime, les experts criminels ont conclu que Danielle avait poignardé son mari. Mais au lieu d'essayer de l'aider, elle a passé environ 11 heures sans appeler les secours. Selon ses dires, cela était dû au fait qu'elle n'avait pas pu surmonter le choc émotionnel. Les policiers ont compris au cours de l'enquête que la femme n'était pas non plus irréprochable. Le 5 décembre 2018, Danielle s'était inscrite sur un site de rencontre pour chercher une liaison extra-conjugale. Il y avait là des personnes célibataires avec des intérêts similaires. Elle avait mis le statut « célibataire » sur son profil. C'est ainsi qu'elle rencontrait des hommes et trompait son mari. Enfin, Danielle a complété son histoire avec de nouveaux détails. Selon la femme, la veille au soir, une dispute avait éclaté entre eux. Son mari avait commencé à l'étrangler, mais elle avait réussi à se libérer de ses mains et à saisir un couteau dans la cuisine. Cependant, il lui avait arraché l'arme blanche et avait commencé à la menacer de mort. Elle s'était alors enfermée dans la salle de bain et, après un certain temps, avait entendu des bruits étranges. Elle est sortie pour voir ce qui s'était passé et a vu son mari allongé dans une mare de sang. Elle a même glissé sur la flaque et est tombée, ce qui a taché tous ses vêtements. Danielle a essayé de lui prodiguer les premiers secours, mais cela n'a rien donné. Cependant, au lieu d'appeler immédiatement les secours, elle a décidé d'attendre jusqu'au matin et s'est endormie. Quand Danielle s'est réveillée, elle a immédiatement vérifié son mari, mais son état ne s'était pas amélioré. Au contraire, tous les signes de rigidité cadavérique étaient apparus. Bouleversée, Danielle a décidé de jouer le scénario de Roméo et Juliette. Comme elle l'a dit elle-même, elle avait trouvé des informations sur la façon de se trancher les poignets, et l'a fait. Cependant, après que le choc soit passé, elle a arrêté son saignement et a appelé les secours. Danielle a expliqué qu'elle avait également eu peur d'appeler immédiatement les services d'urgence, car elle était en période de probation. En effet, peu de temps avant l'incident, elle avait provoqué une bagarre avec des amis dans une voiture.
Après avoir été arrêtée par la police, elle avait refusé de coopérer avec l'enquête et avait ensuite été accusée de hooliganisme et de résistance à l'arrestation. Malgré la tentative de la femme de nettoyer la scène de crime, elle n'a pas réussi à effacer toutes les traces du crime, de sorte que de nombreuses preuves ont été trouvées dans la maison. Dans les coins de la maison et sur les murs, des gouttes et des éclaboussures de sang ont été découvertes. Un grand couteau se trouvait à l'entrée de la cuisine. 3 autres couteaux avec des traces de sang étaient dans l'évier. Une longue traînée de sang nettoyé menant de la chambre au salon a été découverte, ce qui signifie que le corps avait été déplacé pour la mise en scène. La femme a été emmenée à l'hôpital, où elle a reçu les premiers soins, et a été examinée. Danielle avait quelques coupures au poignet, mais dans l'ensemble, elle n'était pas gravement blessée. En fait, elle avait utilisé les couteaux qui se trouvaient dans l'évier pour s'auto-mutiler. Mais il était évident qu'elle ne l'avait pas fait sérieusement, car elle n'avait que de petites blessures. Probablement aussi pour une mise en scène. Le médecin légiste a déterminé lors de l'autopsie que l'homme était mort d'une seule blessure par couteau à la poitrine. Après quoi, il s'était simplement vidé de son sang. De plus, il avait une plaie déchirée à l'œil gauche. L'expertise a montré qu'il ne pouvait pas s'être infligé de telles blessures lui-même. C'est pourquoi, dès le début, son épouse était soupçonnée de meurtre. L'expertise toxicologique a montré que le corps de Mike contenait une forte concentration d'alcool, alors que Danielle n'en avait pas du tout. Compte tenu de ses propres aveux, il n'était pas nécessaire de prouver son implication. La question était seulement de savoir dans quelle catégorie classer ce crime. Était-ce une nécessité de légitime défense ou un meurtre? Avant le début du procès, Danielle avait trop souvent changé ses déclarations, de sorte que ses mensonges rendaient ses témoignages non fiables. Le procès a commencé en 2021. Danielle s'est immédiatement vue proposer un accord avec l'accusation. Si elle reconnaissait sa culpabilité pour homicide involontaire, elle pourrait espérer une peine de 10 ans de prison. Cependant, l'accusé a catégoriquement refusé, convainquant tout le monde qu'il s'agissait de légitime défense. Mais en cas de condamnation pour meurtre au 1er ou au 2e degré, elle risquait la perpétuité. Les détectives qui enquêtaient sur l'affaire ont trouvé une grande quantité de sources d'informations. Il s'agissait de supports contenant les échanges du couple, des sites de rencontres et des dialogues avec la maîtresse de Mike. Tout cela a été soigneusement vérifié et analysé. Il semblait que jusqu'à la fin, Danielle aimait son mari. Du moins, c'est ce qu'elle écrivait dans ses notes. Cependant, elle se sentait trahie et éprouvait une profonde déception. La femme lui envoyait souvent des messages de colère après l'avoir surpris en train de la tromper. Les voisins du couple ont confirmé qu'ils avaient des conflits constants, qui dégénéraient en bagarres. Cependant, l'homme et la femme étaient décrits différemment. Si Mike était qualifié de bon gars positif et serviable, sa femme était considérée par beaucoup comme querelleuse. Les enquêteurs ont beaucoup parlé avec les enfants du couple. Au moment de la tragédie, la fille avait 15 ans et le fils 8 ans. Les 2 enfants ont affirmé que Mike était un excellent père. Il investissait beaucoup en eux, rêvant qu'ils puissent faire carrière dans le sport. Le fils et la fille fréquentaient les meilleures écoles, étaient inscrits à plusieurs clubs de sport. Mike aidait activement à leur progression, y compris en utilisant ses relations. Tout son temps libre, l'homme le consacrait à ses enfants, ce qui lui avait permis de construire des relations très proches avec eux. Malgré les problèmes avec son épouse, Mike était un père très attentionné et essayait de maintenir la famille unie. Après la tragédie, ses enfants en ont parlé. De plus, il était devenu un véritable mentor pour des centaines d'étudiants qui ont été tout aussi choqués par sa mort brutale. Il est intéressant de noter que sa fille, Jadine, qui était incroyablement proche de son père, n'exprimait pas le même amour envers sa mère. Elle la considérait même comme toxique et hautement manipulatrice. La fille croyait sincèrement que c'était Danielle qui provoquait tous les conflits qui éclataient entre ses parents. De l'extérieur, la famille semblait tout à fait respectable, car la plupart des désaccords étaient résolus en cercle restreint sans impliquer des personnes extérieures. C'est naturel, mais les proches de la famille ont fourni des informations assez contradictoires. Selon les enfants, tous les conflits étaient provoqués par la mère, tandis que les proches de Danielle, qui étaient témoins des disputes, ont confirmé que l'homme utilisait la force physique contre sa femme. Cependant,
Il ne l'a jamais battu devant eux. Tous les amis de Mike ont affirmé qu'il était un père très attentionné et aimant. La défense, quant à elle, tentait de prouver qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Cependant, le procureur s'est accroché au fait que 11 heures s'étaient écoulées avant l'appel au service d'urgence. En fait, cela n'a laissé aucune chance de survie à la victime de l'agression. Les médecins légistes ont confirmé cette hypothèse. Selon eux, Mike aurait pu survivre si les secours étaient arrivés à temps. La partie accusatrice a découvert de nombreux témoignages d'infidélité de la femme, des enregistrements vidéo où elle se comportait de manière inappropriée et attaquait son mari. La défense a affirmé que ces actions étaient dictées par la légitime défense. Au cours de l'enquête, il a été établi que seulement 2 jours avant la tragédie, il y avait eu une grave dispute entre les époux. Mike avait bu et a fait irruption dans la salle de bain où Daniel se cachait. Leur fille Jadine est intervenue dans la dispute et a pris la bouteille de vodka à son père. Daniel a alors quitté la maison, puis la femme est revenue le soir, après s'être assurée que son mari dormait. Le lendemain, Jadine est allée passer la nuit chez une amie. Mike a alors emmené son fils à un match de football et a invité sa femme. Daniel a aimé cette proposition et est venu pour se réconcilier. Selon les témoins, la femme semblait bouleversée et se comportait calmement. Les époux parlaient à peine mais se sont disputés avant de partir. En chemin, ils ont déposé leur fils chez un ami pour la nuit et sont rentrés chez eux. Mike et Daniel sont restés seuls à la maison. Plus tard, la femme est allée au McDonald's pour acheter de la nourriture, puis est revenue à la maison vers 22h30. À ce moment-là, son mari était déjà ivre. Mike l'a attaquée après avoir vu un message d'un autre homme inconnu avec qui elle prévoyait d'avoir l'intimité sexuelle. Mike s'est jeté sur elle, l'a attrapée par les cheveux et a commencé à l'étrangler. La femme a alors saisi le premier couteau qu'elle a trouvé et l'a planté dans la poitrine de son mari. Il a commencé à saigner abondamment et ne montrait plus de signes de vie. Selon Daniel, elle avait composé le numéro d'urgence mais a fait une erreur, donc elle n'a pas pu joindre les secours. Par la suite, cela a été confirmé. En état de choc, elle s'est effondrée sans force à côté du corps de son mari et s'est endormie jusqu'au matin. C'est ainsi qu'elle a expliqué le retard de 11 heures. L'accusation insistait sur le fait que ses actions étaient préméditées et dictées par la haine envers son mari. Elle ne voulait pas divorcer, bien qu'elle comprenait que le divorce était inévitable et elle avait probablement des motifs égoïstes. Même ses proches ont confirmé que Daniel était très agressive et colérique. Cependant, la défense tentait de prouver le contraire, accusant Mike de possessivité et de comportement manipulateur. En même temps, les enfants ont confirmé également que l'instigatrice des disputes était toujours leur mère. Au tribunal, des photos de la voiture et du garage avec des taches d'œufs que Daniel avait lancées sur la voiture de son mari pour montrer sa haine envers lui ont été présentées. L'accusation a souligné que l'accusé avait changé son histoire plusieurs fois, falsifié des preuves, donc ses paroles n'étaient pas dignes de confiance. Le procureur a estimé que Daniel avait consciemment tué son mari dans un accès de colère. Les accès d'agressivité étaient pour elle un phénomène normal. L'accusée elle-même a déclaré qu'elle avait d'abord menti sur la crise cardiaque parce qu'elle craignait que personne ne croie à la légitime défense. C'était sa réaction à la peur. Au tribunal, sa fille Jadine a témoigné contre sa mère. Elle parlait avec enthousiasme de son père et a déclaré que cet incident avec la bouteille de vodka, 2 jours avant la tragédie, était le seul accès d'agressivité qu'elle avait vu chez son père. Pour cela, il s'était excusé plusieurs fois auprès d'elle. Plusieurs témoins, amis et frères de Mike, ont confirmé cela. Un des amis a raconté comment Mike plaisantait en disant que sa femme était folle, mais tant qu'il cachait les couteaux à steak dans la maison, tout irait bien. Les avocats de la défense ont déclaré au tribunal que Mike, alors qu'il était encore son beau-père, harcelait Daniel et ne lui laissait aucun répit. Il la draguait au moment qu'il était en couple avec sa mère. Il l'avait soumise contre sa volonté. L'issue de l'affaire était totalement imprévisible, mais le verdict a surpris tout le monde. Le 17 juin 2022, les jurés ont déclaré Daniel non coupable de meurtre prémédité. Ils ont confirmé que ses actions étaient dictées par la légitime défense nécessaire. Cependant, les jurés la considéraient coupable de falsification de preuves. Pour cela, elle a reçu 5 ans de probation. En attendant le procès, elle avait déjà purgé 3 ans et demi
qui ont été pris en compte. Le verdict a été rendu le 5 août 2022. Elle a été immédiatement libérée de la salle d'audience. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.